Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Rapidement, on va voir les différents troubles anxieux, l'anxiété généralisée qui se caractérise donc le corps. C'est plus de la tristesse et ainsi de suite, mais c'est de l'anxiété et de l'inquiétude avec un problème hyper-éveil, une fatigue, une concentration perturbée, le sommeil, l'irritabilité, tension musculaire. Le trouble panique, lui, il se caractérise toujours. Le cœur, c'est l'anxiété et l'inquiétude à propos des attaques de panique. Voilà, c'est survenu inattendu d'attaques de panique avec évitement de toutes les situations qui engendrent ces attaques de panique. L'état de stress post-traumatique, donc toujours l'anxiété et l'inquiétude en rapport avec l'événement traumatique, avec des signes d'hypervigilance, de perturbation du sommeil et d'évitement. La phobie sociale, quant à elle, se manifeste toujours par de l'anxiété ou bien de la peur en réaction, en rapport avec une performance sociale, et l'inquiétude à propos de l'exposition. Donc quand on est exposé à l'observation de l'autre, on développe cette peur. D'un point de vue neurobiologique, concernant l'anxiété, généralement, elle est en rapport. On avait dit que c'est l'amygdale, une hyperactivité au niveau de l'amygdale qui entraîne une hyperactivité des noyaux parabrachiales qui est responsable des symptômes respiratoires. Qu'on voit le locus coeruleus en rapport avec les symptômes cardiovasculaires et l'hypothalamus en rapport avec toutes les complications endocriniennes qu'on va voir maintenant. Donc, en matière d'état de stress post-traumatique, c'est l'hippocampe et réviviscence. Le centre de la mémoire, c'est au niveau de l'hippocampe. L'anxiété peut déclencher non seulement par un stimulus externe, mais aussi par des souvenirs individuels. Quelqu'un qui a été traumatisé, il va garder une trace dans l'hippocampe. Les souvenirs traumatiques stockés dans l'hippocampe peuvent activer l'amygdale, qui va à son tour activer d'autres régions du cérébral et générer une réponse de peur. On appelle cela la réviviscence de l'événement traumatique. C'est le cœur de l'état de stress post-traumatique. Réviviscence, peur que l'événement il va se reproduire. Amygdale et neurobiologie de la peur. Donc il y a une hyperstimulation du locus coeruleus via l'amygdale qui va engendrer beaucoup de symptômes cardiovasculaires, augmentation de l'athérosclérose, ischémie cardiaque, augmentation de la tension artérielle, édème, voire mort subite. Donc on ne s'étonne pas, surtout ces dernières années, on entend des jeunes indemnes de toute pathologie qui sont décédés comme ça du jour au lendemain. Peut-être que c'est de l'anxiété, peut-être qu'ils ont souffert d'anxiété pendant de longues années. Amygdale et neurobiologie de la peur, toujours pour le système endocrinien, toujours donc hyperstimulation amygdalienne qui va stimuler l'hypothalamus. Ça entraîne une augmentation du cortisol, des maladies coronariennes, augmentation du diabète de type 2, augmentation des AVC. Les affections respiratoires, donc hyperstimulation donc de l'amygdale, du noyau parabrachial qui est responsable. Donc ça donne une augmentation de la fréquence respiratoire, un essoufflement et un asthme. Donc, modèle vulnérabilité stress qui explique vulnérabilité biologique et environnementale, qui explique tous les troubles mentaux. J'ai des rameaux aussi concernant les comorbidités, l'association dépression et troubles anxieux. Donc, il y a un chevauchement des troubles dépressifs caractérisés et des troubles anxieux. Donc, si on compare les deux, donc puzzle, de la dépression et de l'anxiété, ce qui caractérise la dépression, c'est l'humeur dépressive et la perte du plaisir et du goût. Dans l'anxiété, c'est plus l'anxiété et cette inquiétude. Pour les restes, on peut les retrouver dans l'un et dans l'autre. Des troubles du sommeil, de la concentration, de la fatigue, et ainsi de suite. Donc, si on veut faire un diagnostic différentiel, on parle de dépression quand on a les symptômes clés de la dépression. Et de troubles anxieux quand il y a les symptômes clés, qui sont l'anxiété et l'inquiétude. Dans la dépression, il y a un déficit en monoamine, les 3 monoamines. Il y a aussi une hypersensibilisation des récepteurs postsynaptiques. Donc, quand on donne un traitement, c'est pour augmenter les antidépresseurs en bloquant les récepteurs de la dopamine et la sérotonine. Il augmente la concentration du neurotransmetteur, désensibilise les récepteurs. Et enfin, l'effet clinique qui va venir avec un effet retard. Généralement, les antidépresseurs, ils agissent au bout de 2 à 3 semaines. Bon, les ESRS, ils bloquent donc la recapture
des neurotransmetteurs de la sérotonine pour permettre de maintenir le maximum de sérotonine au niveau de la fente synaptique. Les différents, c'est la fluoxétine, la sertraline, la paroxétine et le citalopram. C'est des médicaments de dernière génération, ils n'ont pas de contre-indication qui sont utilisés facilement. La mirtazapine, la thymide, que vous connaissez certainement, comme une molécule très sédative qui n'a pas de contre-indication, on l'a dans toutes les situations. Les tricycliques, les vieux antidépresseurs, notamment, qui sont extrêmement efficaces, seulement ils entraînent des effets secondaires, de constipation, sécheresse de la bouche, etc., prise du poids, des vertiges, etc. Donc la conduite du traitement, je vais passer directement aux dépressions réactionnelles qui sont les plus fréquentes. Ils peuvent être pris en charge en ambulatoire par les médecins omnipraticiens. C'est l'indication des nouveaux antidépresseurs. Donc on peut facilement prescrire un comprimé ou bien une gélule d'un ESRS avec une psychothérapie, du moins du soutien, généralement qui donne des résultats pour soigner la majorité des dépressions. Et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.